Allez. Euh, Affichage, lire. D'accord, c'est bon. Alors, donc, on y va ou pas? Ou- Je sais pas. Ok. Ça doit bouger, je crois pas que ça va bouger. Allez. Pas tout ça. Allez. Lire. Bon, tout le monde m'écoute ou pas? Euh, Juste vérifier ça. Ah ouais, c'est bon. Ok, alors... Affichage, lire. Alors, donc je me présente, Gabin Fodop, donc Pierre Gabin Fodop Gumété, j'ai un nom assez long. Donc, ce que je présentais là, je dirais une petite introduction à la programmation logique inductive. Donc, en fait, donc dans le nuage, bon, le nuage qui est considéré comme l'ensemble le nuage des domaines de l'IA, il y a des domaines qui sont basés sur la statistique ou tout ce qui vient de l'analyse mathématique où on utilise des méthodes provenant de l'analyse mathématique. Donc on ira dans les réseaux de neurones profonds, par exemple, dans des trucs comme les arbres de décision, peut-être un peu moins, oui, mais de l'analyse statistique pure en dehors de ça. Et il y a une autre branche de l'intelligence artificielle qui, qui est gérée par ce qu'on va appeler la logique. Donc, pas juste la logique dite brute, logique de boule, logique booléenne, mais une logique, un mixte entre de la logique et de l'algèbre générale. Donc, l'IA dit type machine learning est basé sur tout ce qui est statistique, analyse, et de l'autre côté, on a l'algèbre. Voilà. Donc là-dedans, on a euh, la logique ILP, l'inductive logic programming. Donc c'est en fait c'est en fait, bon, comme c'est écrit là, donc une sous-partie de l'IA dite symbolique. Voilà. Donc, elle utilise, elle utilise un certain nombre d'hypothèses et de connaissances pour nous générer une propriété, une forme de propriété, je dirais. Voilà. Donc, son, son domaine de base, c'est la logique, la programmation logique. Et elle provient de ce qu'on va appeler donc l'article fondateur du truc, c'est Inductive Logic Programming de Stephen Muggleton, date de 1991. Donc c'est l'article qui pose les bases du domaine et donc de la voilà. Donc ce qu'on voit, on commence d'abord par voir en fait comment ça fonctionne. Donc là, on a une base de données. Donc une base de données. Ici, donc on a donc des noms, des boulots, leur statut par rapport à l'amour du Lego ou pas, et leur statut par rapport à la joie, sont-ils heureux ou pas. Donc, ouais. Notre objectif sera d'essayer dans ce cas-ci de ressortir la propriété, est-il heureux. Donc de pouvoir se dire, si on rajoute là par exemple un dernier, un un nouvel entrant qui s'appelle Gabin, qui est peut-être un Lego builder et qui n'aime pas les Lego, est-ce qu'il sera heureux ou pas. Donc c'est cette propriété-là qu'on va essayer d'inférer. Donc pour ça, on va construire trois ensembles, bon, ou deux ensembles. On va construire l'ensemble B, donc l'ensemble ici, là, qui constitue ce qu'on appelle
le background knowledge, donc les connaissances qu'on a. Qu'est-ce qu'on connaît? On sait que Alice, par exemple, est un fabricant de Lego et que Alice aime les Lego. Donc ça, c'est les données qu'on connaît. Maintenant, on construit un autre ensemble qui part vers deux autres ensembles qui sont des sous-ensembles de notre espace d'arrivée. Donc on dira ici, par exemple, Alice, de ce qu'on a là, Alice était heureuse. Happy Alice. Donc Alice est heureuse et tout le reste ne sont pas heureux. Voilà. Donc ce que ça voudrait dire pour nous, en fait, quand on regarde ça, vu qu'on a une table, si on se restreint à ces deux colonnes-là, on a une table de vérité, une forme de table de vérité. Donc, es-tu un fabricant de Lego? Oui. Donc, on a une forme de table de vérité pour un et. Et ouais, point et. Et donc ici, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il faut remplir les deux conditions pour être heureux. Voilà. Donc ici, donc, ce qu'on obtient comme hypothèse finale, donc comme ce qui sera généré par notre sortie de l'ILP, ce sera un prédicat de cette forme-ci, quel que soit A. Si A est un Lego Builder et que A aime les Lego, alors A est heureux. Donc ça, pour nous, directement avec notre esprit humain, on arrive à ressortir ça assez vite. Et là, le truc, c'est voilà, de ressortir ça avec la machine. Donc, un autre exemple, un autre cas d'application, c'est qu'en fait, on peut utiliser l'ILP pour générer des algorithmes. Donc, pas juste pour résoudre voilà, pas juste pour résoudre des problèmes tout simples, mais vraiment pour donner une méthode de résolution d'autres problèmes. Donc, ici, qu'est-ce qu'on fait? Au niveau du background knowledge, on va remplacer le background knowledge dans ce cas-ci par ça, en fait. Donc, le background knowledge va contenir plutôt le tableau qui est en dessous. Donc, lui, il contient la propriété partition. La propriété partition qui indique comment partitionner un tableau. La propriété ajout qui indique comment ajouter un tableau dans un autre. Et ce qu'on va chercher à faire ici, c'est on demande à l'algorithme en quelque sorte de trier en utilisant ces éléments-là comme connaissance. Ce qu'on lui donne, on lui donne assez rapidement, donc les exemples positifs qu'on lui donne, 2, 1, donc par exemple le tri du tableau 2, 1, c'est le tableau 1, 2. Le tri du tableau 5, 3, 1, c'est le tableau 1, 3, 5. Et maintenant, pour qu'il ne se trompe pas, donc comme toujours, on lui donne des exemples négatifs, des exemples qui ne marchent pas. Donc le tri du tableau 2, 1, c'est 2, ce sera pas 2, 1. Tri du tableau 1, 3, 1, 1, 1, 3, 1, c'est pas celui-là non plus. Donc en fait, ici, spécifiquement, il faudrait légèrement s'attarder sur ce cas-ci. Parce que dans le cas de l'ILP, tout c'est de la logique. Donc tout ce qui n'est pas considéré comme faux, comme réellement faux, sera considéré comme potentiellement vrai. Pour ceux qui ont fait les tables de Carnot, vous pouvez vous rappeler que quand il y avait quand il y a une situation où on ne connaît pas la valeur adéquate, on ramène à la valeur qui nous permet de faire la meilleure des réductions. Voilà. Et donc ici, dans ce cas-ci, l'algorithme le solver d'ILP nous renvoie donc l'hypothèse, l'ensemble d'hypothèses qui est celle-là, qui constitue en fait un algorithme de tri. Donc le tri A et B sont triés si A est vide et B est vide. Sinon, si on trie U et S, alors on prend donc la tête de U et on la met dans H. On prend la queue de U, on la met dans T. On partitionne H et T selon deux valeurs L1 et L2. On trie un demi-tableau, on trie l'autre et on les rejoint à la fin pour former le tableau S, sachant que S sera la version triée de U. Donc ça en langage plus facile, ça revient au tri fusion. Au tri rapide, désolé. Au tri rapide. Donc on lui donne des exemples, on lui donne une propriété et il génère
un algorithme. Voilà. Tac. Donc, en fait, déjà, ce qu'il faudrait savoir, c'est pourquoi l'ILP. Donc, pourquoi ce domaine-là existe. C'est qu'en fait, comparé au machine learning statistique, donc on a vu tout à l'heure que, par exemple, avec la table des personnes qui fabriquaient des Lego, que le nombre d'exemples pour faire de l'ILP comparé au machine learning statistique est léger. C'est qu'en fait, si on avait, euh, ouais, c'est vrai que dans ce cas-là, les arbres de décision, ça aurait été aussi bien. Mais voilà, oui, mis à part les arbres de décision, tous les autres, dans ce cas-ci, mis à part les arbres de décision, tous les autres modèles auraient été plus ou moins, voilà, pas très efficaces. Avec ce nombre d'exemples-là. Donc, c'est ça. Donc, mais après, le type de données. Donc ici, on a des tables. On peut directement prendre des fichiers CSV. Et ici, on doit réorganiser les fichiers pour que ce soit des propriétés logiques. Donc on va voir quand on va voir l'exemple ce que ça veut dire. Les hypothèses. Ici, ce sont des fonctions, là, des relations. Et le réel gain. Les réels gains sont à ce niveau-là. L'explicabilité. Donc, machine learning statistique, assez compliqué à expliquer. Bon, si on rentre encore dans les réseaux de neurones, ça, voilà, bah, expliquer les réseaux de neurones, c'est tout un travail. Bah, c'est un gros travail de recherche en cours aussi. Et tandis qu'en IAP, l'explication, elle est possible. Et la réutilisation de connaissances, par exemple, en machine learning statistique, peut être un peu plus compliqué, beaucoup plus compliqué qu'en ILP. Donc voilà, on va le voir avec un exemple. Donc ça, on va le voir avec un exemple qui suit plus bas. Donc là, on a les éléments constitutifs d'un programme d'ILP. Donc les paramètres d'apprentissage, learning setting, le langage de représentation. Donc ici, bon, pour mes exemples, je vais utiliser Prolog, mais il faut savoir que on peut utiliser bien d'autres. Un espace d'hypothèse. Donc là, ce sera ce qu'on va appeler euh, un espace d'hypothèse et une méthode de recherche. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler plus tard des meta-rules. Et la méthode de recherche, bon, c'est la méthode de résolution en fait. Voilà. Tac, tac. Voilà. Donc, euh, donc ça, c'est une réédition de notre exemple du haut voilà, qu'on a transformé en, voilà, en programme, un truc un peu plus proche d'un programme. Voilà, d'un programme dit LP, tac, tac. Et en fait, voilà ce que ça nous renvoie comme hypothèse. Par exemple, ça va chercher dans cette base d'hypothèses-là pour nous retrouver quelle est l'hypothèse qui est la bonne. Quelle est l'hypothèse, quelle est ou sont les hypothèses qui nous renvoient à un résultat correct. Donc, dans notre cas, l'hypothèse qui nous renvoie au résultat correct, c'est l'hypothèse 6. Si on revient là-dessus, donc il faut être un Lego builder et aimer les Lego pour être content. Donc, non, c'est pas 6, c'est Lego Builder et aimer les Lego. Donc, c'est 5 qui est l'hypothèse correcte. Donc, l'hypothèse que le moteur va nous renvoyer. Et il va chercher en arrière toutes les hypothèses. Voilà. Alors, tac. Un autre cas, donc le cas de knowledge transfer, en fait. C'est ce cas-ci. En fait, on est dans le cas où on a déjà inféré un modèle d'ILP qui permet de reconnaître le statut de pair. Donc, ici, on a un pair, c'est un homme qui est A est le père de B si A est un homme et que A est le parent de B. Donc, sachant que parent peut avoir été défini plus haut. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser cette connaissance-là pour inférer un modèle qui reconnaît qui est le fils d'eux. Donc, on prend l'hypothèse, donc, comme background, comme connaissance qu'on a, on prend le statut, on prend un résultat d'une autre inférence comme connaissance. On prend ici, on va prendre des exemples positifs. Donc ici, Richard ici
Donc, Richard, père de Lucie, et Richard est un homme. Ça, c'est un exemple positif. Euh, le, euh, le père de Mike, le père de, oui, de Mike, ah, c'est bien ça, non, sorry. Parent, Mike est parent de Mark, ouais. Mike est parent de Mark, Mike est un homme, Mark est un homme, et on lui donne une nouvelle propriété qui était inconnue jusqu'ici, la propriété fils. Et, et Mark est le fils de Mike. Donc c'est une nouvelle propriété qu'on rentre dans les exemples. Et ici on donne un exemple qui peut sembler un peu, comment dire, un peu, genre, un peu bizarre. C'est qu'en fait, on prend Mike est le parent de Mark et Mike est un homme, Mark est un homme aussi. Mais ça, en fait, euh, c'est l'exemple négatif. Et on se rend compte que c'est proche de cet exemple-là. C'est juste en fait pour signifier que dans le cas où on n'a pas d'information, dans le cas où on a juste ça, on est dans une situation où on ne peut pas se décider. Donc on préfère mettre ça dans le négatif. Ça, c'est avant d'inférer ce que c'est qu'un enfant. Avant d'inférer ce que c'est qu'un enfant, on ne sait pas cette situation, on ne va pas le savoir. On ne veut pas le savoir. Donc, et donc, une fois qu'on a rentré ça, le modèle va nous sortir un ensemble d'hypothèses. Donc, hypothèse H1, donc le fils A est fils de B si B est père de A. Hypothèse A, sachant que père est connu. Confonction. Hypothèse H2. Euh, A est fils de B si B est parent de A. Hypothèse H3. A est fils de B si B est parent de A et que A est un mâle. Donc, les hypothèses qui seront retenues au final, parce que cette hypothèse-là, elle est annulée par, par cette propriété négative. Les hypothèses qui seront retenues, ce seront ça, H1 et H2. Les hypothèses qui seront renvoyées à la fin. Ouais, c'est un peu brut. Je passe maintenant sur les frameworks qu'on peut utiliser pour faire ça. Donc, ouais, il y a le Prolog, donc qui est le langage de base, je crois, pour tout ce qui est programmation logique. Il y a un framework Python pour ça, donc qui s'appelle Python RDM, qui permet d'interfacer directement de l'ILP avec des autres des systèmes plus standards en termes de data science, machine learning. Donc ici on aura Panda, TensorFlow. Je sais pas si j'ai pas pu voir si PyTorch était aussi supporté. Mais on pourra l'interfacer avec Panda, TensorFlow et autres. Et sinon le Prolog peut être exécuté depuis du C++ ou du Java. Voilà. Euh, un autre truc intéressant, c'est qu'en fait, cette méthode-ci, OpenAI, je me souviens plus sur quel projet ils ont ça, mais sur un de leurs projets, ils ont jumelé de l'ILP avec du RL, du Reinforcement Learning. Je me souviens plus pourquoi faire. Voilà. Tac. Alors, donc, je vous présente juste des exemples. Ici, d'accord. Donc ici, on va prendre... oui, oui. Juste, est-ce qu'il y a des questions, en fait? J'ai- des Du questions coup, si tu reviens sur ton... Est-ce que tu peux revenir sur ton exemple avec l'enfant? avec l'enfant, père et fils, ouais. C'est celui-là. Là. Du coup, tu as H1, H2. Il retient quel H comme règle hein, à la fin? Il va retenir H1 ou, ou H3. En fait, ce qui va se passer, c'est que vu que H1 et H3 sont équivalents, ça dépendra de ton moteur d'ILP. Un de tes moteurs d'ILP va te renvoyer potentiellement juste une des hypothèses et d'autres vont te renvoyer tout.
Par exemple, là, Parce qu'il nous... n'y a que H3 qui est bon. Non? Non, H1 est aussi bon. Ok. Ok. En fait, si moi je suis ton père, alors... Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Désolé, mais... Désolé, désolé. Je suis... Ouais, ouais. Si moi je suis ton père, il faudrait que tu sois mon fils et que je sois un homme. Ouais. C'est plutôt B qui doit être... C'est plutôt A qui doit être... Ouais, désolé. Ouais, en fait... Ouais, c'est vrai. C'est juste H3 qui est vrai. Ouais, je me suis trompé sur ça. Ouais, c'est juste H3. Donc à la fin, il te renverra H3 comme propriété. Alors, tac tac, une autre question. Il y a une écriture? Non? J'ai cru que quelqu'un avait écrit. Alors, s'il n'y a pas de question, je passe aux exemples. Euh, donc, j'ai passé aux exemples. Donc pour ça, déjà pour ça, les exemples, ils sont pas de moi parce qu'en fait, j'ai pas eu. Donc je reprécise dans quel contexte moi j'ai travaillé sur ça. J'ai travaillé sur ça, c'était un projet dans mon école qu'un prof avait proposé, voilà, pour essayer de voir des candidats potentiels pour une thèse. Donc j'ai travaillé sur ça et c'était avec un outil. L'outil sur lequel nous on développait était un outil qui était écrit en Java et tout, voilà. J'ai pas eu l'autorisation de présenter cet outil. Donc voilà, je peux, j'ai rapidement recherché un truc sur GitHub qui a trait à ça. Donc ici, je suis tombé sur ça, Metagold. En fait, c'est en prologue et puis il y a un certain nombre d'exemples assez faciles à expliquer. Voilà. Tac tac. Oui, aussi j'ai fait une issue hier. Ça fonctionne pas avec la version de prologue au-delà de la version 7 de ce que j'ai eu comme retour sur des forums. Ça fonctionne pas avec ça, donc modification. Voilà. Ok. Donc on va prendre un premier exemple. L'exemple ici, l'idée c'est de dire adjacent to red. Es-tu adjacent à l'élément rouge? Voilà. Ici on a, donc c'est ça que j'ai fait là. Donc on a des points A, B, C, D, E. Donc ils sont là, A, B, C, D, E. On considère qu'il y a un edge, donc un côté entre A et B. Donc de A vers B, on a un côté. De B vers A, on a un côté. De C vers D, on a un côté. Et de C vers E, on a un côté. Et de D vers E, on a un autre côté. En fait. Et voilà. Donc ça. On a A est rouge. Propriété de couleur. Donc ici, ah ouais, désolé, je me suis pas bien. Je devrais commencer par présenter. Donc ici, ça, on importe un module, un peu comme en Python. Ici, ce qu'on fait, c'est qu'on va présenter les prédicats dits connus, les propriétés qui sont connues. La propriété age sera considérée comme connue. Et ici, 2, c'est pour dire qu'elle prend deux paramètres. Donc age prend deux paramètres, donc un point et un autre point. Euh, Body près couleur deux paramètres. La red un paramètre, green un paramètre. Donc voilà. Ici donc on age AB, donc voilà, tous les côtés sont matérialisés. La couleur lie un côté avec une couleur. Avec une couleur. Ok. Et maintenant, en fait, on a deux propriétés qui, tout à l'heure, qui sont peut-être étonnantes, la propriété rouge et la propriété grise. En fait, il faut se dire qu'en prologue, le langage ignore tout. Donc, red, c'est une variable et le programme, lors de sa résolution, si on ne lui donne pas une contrainte sur cette variable-là, alors il considérera cette variable comme variable. Donc, il va essayer de la modifier. Donc ici, c'est pour ça qu'on donne la propriété red, red. On dit que rouge est rouge, vert est vert. Voilà. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est que on définit... oh merde, peut-être en zoomant, c'est mieux. On définit ce qu'on va appeler les exemples positifs
et les exemples négatifs. Donc les positives, sachant qu'ici, la target, en fait, c'est la propriété qu'on vise. Donc ici, c'est normalement, on peut la remplacer par adjacent au red, moyennant voilà, la sensibilité à la casse et tout le reste. Et tout le reste des comment dire, des adaptations pour respecter le langage, les propriétés du langage. Donc, target ici, donc, la propriété target, qui est la propriété adjacente au rouge, adjacente au rouge est vraie pour le point B. Donc, B est considéré comme adjacent au rouge parce que de B vers A, il existe une flèche. C est considéré et A est rouge. C est considéré comme adjacente au rouge parce que de C vers D, il existe une flèche et il existe un edge et voilà. Mais E non n'est pas adjacent parce que en fait les edge, vu comment ça a été défini de façon à être orienté. C'est pour ça que sur le schéma j'ai mis les flèches. Ça est construit de façon à être orienté. Et maintenant les exemples négatifs. Donc A n'est pas adjacente à un point rouge. Voilà, la flèche qui va de A va vers B qui est vert. D, pareil, ça va vers E qui est vert. Et E, il n'y a aucune flèche qui part de E. Donc voilà. Et maintenant, ce qu'on va lui lancer, ça en dessous là, c'est les commentaires. Et ce on va lui lancer donc sa propriété learn. Donc learn qui a une fonction implémentée dans MetaGold qui est tout un module déjà fait pour faire de l'ILP. Voilà. Donc on va lui lancer et donc on va lui demander d'apprendre. Et lorsqu'il va apprendre, ici moi j'ai juste récupéré les propriétés que ça donne. Donc dans ce cas-ci, ça va nous donner par exemple comme propriété, une fois qu'on a appris la propriété adjacent to red, ce qu'on a c'est notre fonction c'est adjacent to red. Donc ce que le truc nous renvoie c'est ça. Je change un peu sa couleur. Ah, pas ça. Ouais, ça. Donc notre cible A sera considérée comme adjacent à un point rouge si il existe un edge entre A et B et que B remplit la condition target 1, qui est une condition créée par le solver donc pour englober d'autres conditions. Donc la condition target 1 veut dire qu'en fait la couleur, il y a un lien A remplit la condition target 1 si la couleur de A c'est B et que B est rouge. Sachant que dans le programme on a défini que rouge est rouge, ça veut dire qu'ici cette condition-ci est remplie exclusivement si B c'est la couleur rouge. Donc ça veut dire on revient A est adjacent au rouge si il existe un edge entre A et B et que B est rouge. Voilà. Donc ça veut dire que donc ça respecte effectivement ce qu'on a comme propriété ici en fait. Ça respecte effectivement pour le cas C, pour le cas A, voilà. Et il faut dire que donc là pour avoir cette propriété là, le nombre d'exemples n'est pas très grand et voilà. Donc un autre cas qui ah oui, il manque un truc dont j'ai oublié de parler. Il y a ici ce que eux ils appellent les meta-rules. Donc dans ce que moi j'ai utilisé au départ, il n'y avait pas de meta-rule. Donc dans ce qu'on avait en Java, il n'y avait pas. Je crois que c'était, je sais pas trop comment c'est décodé ça. Mais en fait ça c'est quelles sont les formes de fonctions envisageables. P, R et Q, ce sont des fonctions de second ordre. Donc si on met cette liste-là vide, il n'y aura pas de fonction de second ordre, ça veut dire que tu travailles juste avec des propriétés. Second ordre, c'est ça, le nombre de variables en entrée. Donc si on met ça nul, ça veut dire que tu travailles juste avec des propriétés de premier ordre et tout. Donc de P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, note des propriétés second ordre.
A, B, C, D jusqu'à P, avant P, c'est quoi? C'est O. De A avant à O, ça note des propriétés de premier ordre. Donc, ce qu'on dit ici, c'est qu'en fait, notre propriété, on peut aller jusqu'à trois propriétés, sachant qu'une propriété pourra prendre en entrée une variable, la propriété P sera une propriété qui a une variable. Donc ici, on force, on sait que ce sont des propriétés d'ordre 2, mais là, on force pour que le résultat ici soit d'ordre 1. Ou, et que l'autre partie de la fonction peut être composée de deux propriétés. Donc on retrouve, quand on revient bien là, on retrouve bien cette structure là. Propriété qui est forcée, une variable là, tac, et l'autre qui est considérée composée là, tac, bon, deux variables, et l'autre qui est composée de deux propriétés. Donc c'est cette structure là qui est donnée là. Donc ça donne la structure au programme. Ce qui est, euh, ce qui est eux ici, donc sur leur README, ce qui est cool, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est qu'ils donnent des cas de MetaRule. Et il y a un article que je trouve bien à lire. Je n'ai pas lu en entier, il fait 44 pages. Je suis à la page 20. Et donc, alors, est-ce qu'il y a une question? Est-ce qu'il y a d'autres personnes ont des problèmes de connexion? Euh, ah d'accord. Voilà, ça doit être lui. Alors, donc ici, il donne, je reviens. Et donc ici, ce qu'ils font, c'est qu'ils donnent des cas d'utilisation de MetaRule. Donc là, par exemple, on suppose que la sortie, ça sera deux propriétés et chaque propriété prend en entrée AB, l'autre prend en entrée AB et on inverse donc identité. Ici, c'est l'inversion, ça veut dire que on peut être dans un cas où A sert d'entrée et où B sert d'entrée. Et après, il y a ces deux cas-là. J'ai pas lu l'article jusqu'à ce niveau-là. 1 et 2 m'en suffit. Tac. Donc, ça c'était pour ça. Et donc, le résultat c'était ça. Donc, on vient sur le second cas. Donc, le second cas, ici, ce qu'on a, c'est des listes. En fait, l'idée c'est de dire est-ce que tu fais partie d'une liste ou pas, d'un tableau ou pas. Donc, c'est de sortir cette propriété-là. Est-ce que je fais partie d'un tableau ou est-ce que j'en fais pas partie? Donc, alors, tac, tac, tac. Donc ici, on va définir deux propriétés qui vont constituer notre background knowledge. Donc la propriété value, ça veut dire value va être la propriété, euh, c'est la propriété, tu fais partie. Es-tu dedans ou tu fais partie? Je sais pas trop comment bien expliquer. Et const, ça veut dire constitutif. Donc c'est, voilà. Est-ce que, tac, tac, il y a ce cas-ci qui est un peu, ah non, d'accord. D'accord. Bah, c'est une sous-partie sans le premier élément, c'est ça, cons. Donc 0, ce sera ensemble vide. Alors, donc on donne les propriétés, donc 4 appartient à ça, 3 appartient à ça, 2, 3, donc on dit qui appartient à quel tableau. On donne les propriétés négatives de l'autre côté, et donc ce qu'on obtient, c'est une clause comme celle-ci. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il dit? Et lui, il nous dit A, que que A fait partie du tableau B si la valeur de la fonction value B de A est vraie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Value B de A est vrai. Donc, ça veut dire que quand on prend B, quand on prend, si on choisit value B
donc ici, euh, ça sera ça. Quand on va faire la fonction value, ce qui ressort c'est 4 en fait. Donc euh, ça veut dire qu'on peut avoir comme sous-élément je suis pas trop... Tac, 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 j'ai un léger souci avec cet exemple. A, B. D'accord. D'accord, la fonction value. Donc la plus grande valeur, ça implique que grande valeur de B. Donc ce qu'il nous dit c'est que A, A est membre de B, c'est la plus grande valeur de B, c'est A. Donc donc c'est la plus grande valeur de B, c'est A. Donc ici il respecte, c'est une propriété qui n'était pas décrite mais qui est implicite en fait. C'est qu'en fait ici, à chaque fois dans les dans, dans des exemples, la plus grande valeur, ouais, dans un, ouais, c'est, en fait, là, c'est plus un effet de bord, ouais. Dans, en fait, c'est que là, dans chaque exemple qu'on a donné, dans un certain nombre d'exemples, on a mis comme élément intérieur la plus grande valeur. Donc, et ici, il n'y a pas de contre-exemple à cette propriété-là. Donc, dans l'espace des propriétés, il est parti, il nous a pris cette propriété-là. Donc, tu es le plus grand, voilà. Après, donc, dans Target, Target, c'est membre const. Alors, constitutif, attaque de A, target de VC. Donc, ici, ce qu'il fait maintenant, c'est que ce qu'il va nous faire là, c'est donc un algorithme récursif. C'est qu'en fait, euh, target de A, donc A est dans B, si, euh, tac tac, on peut trouver, si on peut trouver, si on peut trouver un élément C tel que A, tel que A est la target dans C, sachant que ah ouais ça c'est un algorithme que ça a renvoyé plutôt. Je vais tac alors ah non ça va, c'est un algorithme que ça a renvoyé, donc ça c'est la propriété terminale et ça c'est la propriété de récursivité. Donc si A est le premier élément, d'accord, donc si A est le premier élément de tac tac tac, si A est le premier, ok je vois. Donc si A est le premier élément de B, on est si A est le premier élément de B, alors on est sûr que c'est bon. Et maintenant après, oh, il y a une question. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, pour l'enregistrement, c'est bon. Je pourrais l'envoyer. Tac, tac, tac. Alors, donc, voilà. Ouais, ah, alors qu'il reste... Bon, il restait un seul exemple, mais bon. Ouais, dans les faits, en fait, t'auras pas trop raté de trucs. On peut, on peut s'arrêter là. Normalement, c'est bon. Il y a- on a eu
cas avec un algorithme qui a été créé ici. Et là, c'est pareil, c'est toujours un algorithme. C'est un algorithme qui est créé et c'est ce cas-ci. Donc on cherche à retrouver le successeur, le plus petit. Quoi? Ah, vous ne l'avez pas depuis combien de temps? Ah, d'accord. Depuis que je suis revenu. Quand? Ah, j'ai été déconnecté un instant. Ah, d'accord. Ok. Bah, dans les faits, normalement, on peut s'arrêter là, je crois. Je savais pas que j'ai été déconnecté. Je me suis fait. Bon, dans les faits, pour moi, je crois que ça sera bon.